Samedi 20 août, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre tout de suite, les titres de ce journal. Algérie, célébration du double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Soumam, deux dates charnières et cruciales pour le pays. Mali, Bamako affirme que la France est co-responsable de la situation sécuritaire dans le pays. On en parle dans un instant. Somalie, au moins 13 morts dans un attentat à Mogadiscio. Le groupe terroriste Shebab revendique l'attaque. Sécurité alimentaire, les sécheresses consécutives font craindre le pire. Le spectre de la famine plane sur la Corne d'Afrique. Antonio Guterres appelle à lever les entraves à l'exportation des produits agricoles russes. Et on entame ce journal avec ce double anniversaire pour l'Algérie, les 20 août 1955 et 1956, qui demeurent des dates phares dans la longue marche de notre pays vers son indépendance. L'insurrection générale dans le nord constantinois en 1955 et le congrès de la Soumam en 1956, deux dates charnières et cruciales qui symbolisent la lutte acharnée d'un peuple qui a toujours refusé de se soumettre au joug colonial français. Souhila Kilal. Fière de ses gloires et fidèle à ses martyrs, l'Algérie commémore le double anniversaire du 20 août. Deux haltes cruciales compte tenu de leur portée dans le processus de libération de l'Algérie du joug colonial. Le 20 août renvoie à deux événements importants dans l'histoire de l'Algérie. Le premier a eu lieu en 1955 dans le nord du Constantinois, lors d'une insurrection générale où le peuple avait pris pour cible les symboles de la France coloniale. Cela a permis de faire retentir la voix du peuple algérien qui refusait de se soumettre aux colonisateurs et a eu pour résultat l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU, comme étant une question de décolonisation et non une affaire interne. À partir du 20 août 1955, la révolution a pris un véritable envol qui se confirmera lors du congrès de la Soumam qui s'est tenu une année plus tard. Le congrès de la Soumam a débouché sur des décisions historiques. Il a véritablement structuré et organisé la révolution. Une plateforme a été élaborée et les objectifs de la lutte définis et clarifiés. C'est aussi lors de ce congrès que la primauté du politique sur le militaire et de l'intérieur par rapport à l'extérieur a été consacrée. À l'occasion de cette double célébration, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message à la nation dans lequel il l'a appelé à préserver la mémoire collective et l'a invité à poursuivre la marche sur la voie tracée par les vaillants chouhadas pour édifier une Algérie capable de faire face aux défis et de s'adapter aux mutations internationales. Algérie, toujours, le secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed El Amin Messaïd, décédé ce samedi à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie, a été inhumé au cimetière d'El Alia à Alger en présence de personnalités politiques importantes. Mohamed El Amin Messaïd avait été désigné au poste de secrétaire général par le président de la République le 21 décembre 2019. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a d'ailleurs adressé un message de condoléances à la famille du secrétaire général de la présidence de la République, dans lequel il a salué les qualités du défunt qui comptait parmi ces hommes compétents, dignes de confiance et nationalistes, engagés et attachés au travail bien fait. اللهم اجعله من الأولياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم تقبله عندك بقبول حسن الله
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. Macron qui a présenté ses condoléances pour les victimes des incendies enregistrés dans certaines wilayas du pays. Je rappelle que 37 personnes ont perdu la vie et 183 autres ont été blessées dans les feux de forêt ayant été complètement maîtrisés d'après le dernier bilan des services de la protection civile. Et dans le reste de l'actualité internationale au Mali, suite au départ effectif des forces françaises, les autorités maliennes ont officiellement réagi à travers un communiqué. Elles déclarent que la situation sécuritaire au Mali sera meilleure sans la présence française et que celle-ci est à l'origine de l'implantation du terrorisme dans la région. Safouane Ben Sabri. L'heure est à la rupture entre la France et le Mali. Les autorités maliennes ont pris acte ce vendredi du départ effectif des forces françaises présentes au Mali depuis 2012. C'est ce qui ressort du communiqué diffusé à la télévision nationale la veille. Il s'agit de la première réaction officielle du Mali depuis le départ français. Le gouvernement de la transition souligne que la détérioration de la situation sécuritaire au Mali et dans le Sahel est une conséquence immédiate de l'intervention de la France et ses alliés en Libye. Les autorités de transition maliennes reprochent à la France des résultats peu satisfaisants en matière de lutte antiterroriste. L'intervention de la France, qui aura duré un peu moins d'une décennie, n'a pas connu le triomphe promis à l'arrivée. Par ailleurs, les autorités maliennes tiennent pour responsable la France de la prolifération du terrorisme dans le Sahel. Factuellement, c'est ce qui ressort de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région, davantage déstabilisée suite à l'intervention militaire de la France en Libye. De nombreux groupes armés se sont déplacés de la Libye vers les pays frontaliers, engendrant un effet domino dans la région. Les autorités maliennes déclarent par ailleurs que la situation sécuritaire au Mali connaîtra une amélioration et que la sécurité sera désormais mieux assurée par les FAMA, les forces armées maliennes. On va en parler avec Marissé Diop, journaliste malien, qui est en direct avec nous depuis Bamako. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de le voir, le Mali affirme avoir pris acte du retrait militaire français de son territoire. Bamako est clair et affirme que la France est co-responsable de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et que la situation serait meilleure après son départ. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, c'est une lecture de la situation que les autorités maliennes viennent de mettre. Je pense qu'il y a des efforts, en tout cas, qui sont en train d'être faits pour que la situation sécuritaire puisse être rétablie. C'est vrai qu'en ce moment, on assiste à une recrudescence des attaques, mais je pense que de mieux en mieux, avec les mouvements qui sont en cours, et aujourd'hui, on sent en tout cas beaucoup plus de réactivité de la part des militaires maliens qui se disent certainement que ils sont seuls à faire face à ce problème. Oui. Et je pense qu'à l'avenir, les responsabilités seront prises dorénavant. Le Mali qui avait saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, il n'y a pas de réponse pour le moment. Quelle suite pour cette requête dans les couloirs de l'ONU, selon vous, Marissé Diop ? Non, cette requête, à vrai dire, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une suite ? Peut-être parce que, vous savez, la France également est une puissance et puis elle est également détentrice d'un droit de veto au Conseil de sécurité. Donc, est-ce que cette résolution pourra passer ? C'est cette question que je me pose. Est-ce que la demande d'une réunion par rapport à cette situation pourra être acceptée ? Est-ce qu'il ne valait pas, en tout cas, mieux déposer cette requête au sein de peut-être l'Union européenne, hein ? Oui. Là, on aura une suite assez favorable, mais au niveau de l'ONU, en connaissant le poids de la France et puis surtout le veto qu'elle a, ça risque un peu de rester lettre morte, quoi. Marissé Diop, vous êtes journaliste malien, vous étiez en direct avec nous depuis Bamako. Merci pour votre éclairage. Au Tchad, le dialogue national inclusif entre l'opposition civile et armée et les autorités au pouvoir s'ouvre pour 3 semaines avec pour objectif de tourner la page de la transition, mais également de permettre d'organiser des élections libres et démocratiques. Un tournant décisif pour le Tchad, d'après le président du Conseil de transition, Mahamat Idriss Déby, qui a lancé le coup d'envoi de ce dialogue national inclusif après plusieurs reports.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons à un tournant décisif de l'histoire de notre pays, car dans quelques instants, nous allons poser les premiers jalons de la refondation de notre République. Et en Somalie, au moins 13 personnes ont perdu la vie dans une attaque terroriste à Mogadiscio. Le groupe terroriste Shebab a revendiqué cette attaque dans un hôtel de la capitale. Inès Lourdaïb. C'est en effet la plus importante attaque dans la capitale somalienne depuis l'élection du nouveau président somalien Hassan Sheikh Mohamud en mai dernier. Au moins 13 civils ont été tués dans des affrontements entre les terroristes Shebab et les forces de sécurité somaliennes dans un hôtel de Mogadiscio. Les terroristes ont pris d'assaut l'hôtel Hayat dans un échange de coups de feu et d'explosions avec les forces de sécurité. Le porte-parole de la police somalienne a indiqué à la presse que l'explosion avait été causée par un kamikaze. Affiliés au groupe terroriste d'Al-Qaïda, les Shebab sont depuis 15 ans engagés dans une insurrection contre le gouvernement fédéral somalien et ont revendiqué la responsabilité de l'attaque meurtrière. Ils ont été chassés des principales villes du pays, dont Mogadiscio, en 2011, mais ils restent implantés dans de vastes zones rurales. Ces derniers mois, ils ont intensifié leurs attaques. Mercredi, 13 miliciens Shebab ont été éliminés par l'armée américaine dans une frappe aérienne près de Tidan, à environ 300 km au nord de la capitale Mogadiscio. De leur côté, les Shebab ont aussi mené des attaques sur la frontière entre la Somalie et l'Éthiopie, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité de cette région frontalière. Le nouveau président somalien Hassan Sheikh Mohamud a déclaré le mois dernier qu'une approche militaire est insuffisante pour mettre un terme à l'insurrection violente des Shebab, soulignant que son gouvernement ne négocierait avec les terroristes que lorsque le moment sera jugé opportun. Le Premier ministre Hamza Abdi Barre avait, rappelons-le, annoncé début août la nomination d'un ancien dirigeant des Shebab, devenu homme politique comme ministre des Affaires religieuses dans le gouvernement somalien. Mukhtar Robo, alias Abou Mansour, avait publiquement fait défection en août 2017 du mouvement qu'il avait contribué à fonder. En République démocratique du Congo, au moins 21 personnes sont mortes dans des attaques ces 2 derniers jours. Ces violences entre groupes armés ont éclaté dans un carré minier à l'est du pays, une zone qui souffre d'un vide sécuritaire d'après le chef du secteur. Il déplore l'absence de forces armées dans cette agglomération. Corne d'Afrique, 13 millions, c'est le nombre de personnes menacées par la faim. Ce risque de famine augmente avec les sécheresses consécutives depuis au moins 40 ans. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies tire la sonnette d'alarme dans son dernier rapport. Mohamed Amin Aberkan. Au moins 22 millions de personnes sont menacées par la faim d'ici fin septembre dans la Corne d'Afrique, où le risque d'une famine grandit en raison d'une sécheresse historique, annonce le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. 4 saisons de pluie défaillantes depuis fin 2020 ont provoqué la pire sécheresse depuis au moins 40 ans, tuant des millions de têtes de bétail, détruisant les récoltes et plongeant des régions du Kenya, de Somalie et d'Éthiopie dans des conditions proches de la famine. Plus d'1 million de personnes ont déjà quitté leur foyer à la recherche de nourriture et d'eau. Le changement climatique a eu un impact sur le monde entier et ici où je suis dans la Corne de l'Afrique, il n'y a absolument aucune différence. Nous voyons aujourd'hui 20 millions de personnes mourir de faim ici dans la Corne de l'Afrique et 7 millions en Somalie. Des conflits, des groupes extrémistes, le tout associé à la saison la plus sèche. 4 à 5 saisons de pluie viennent de disparaître et au cours des 4 dernières décennies, c'est la saison la plus sèche que nous ayons jamais vue depuis longtemps. Depuis 2022, le Programme alimentaire mondial avait appelé à la mobilisation de fonds pour venir en aide aux 13 millions de personnes alors menacées par la faim dans la Corne d'Afrique.
Mi-2022, après le début du conflit en Ukraine qui a capté l'attention des donateurs mondiaux et fait exploser les prix des denrées alimentaires et du carburant, le PAM estimait que 20 millions de personnes nécessitaient une aide urgente dans la région. Un nombre qui pourrait atteindre au moins 22 millions d'ici septembre, souligne le PAM. Selon le PAM toujours, 418 millions de dollars sont nécessaires sur les 6 prochains mois pour venir en aide aux populations les plus touchées. Le mois dernier, les États-Unis ont annoncé débloquer 1,2 milliard de dollars de nourriture et de traitements contre la malnutrition pour endiguer le risque de famine dans la Corne d'Afrique et exhorter les autres pays à se joindre à cet effort. On va continuer de parler sécurité alimentaire. Direction la Turquie où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu après avoir rencontré les présidents ukrainiens et turcs en Ukraine. Antonio Guterres qui est donc à Istanbul pour visiter le centre de coordination céréalier ukrainien. Il s'est exprimé en conférence de presse aux côtés du ministre turc de la Défense. Ce que nous voyons ici à Istanbul et à Odessa n'est que la partie la plus visible de la solution. L'autre partie de cet accord global est l'accès sans entrave aux marchés mondiaux des produits alimentaires et des engrais russes qui ne sont pas soumis aux sanctions. Il est important que les gouvernements et le secteur privé coopèrent pour les faire parvenir sur le marché. Sans engrais en 2022, il n'y aura peut-être pas assez de nourriture en 2023. Faire sortir plus de nourriture et d'engrais d'Ukraine et de Russie est essentiel pour apaiser les marchés des matières premières et faire baisser les prix pour les consommateurs. On va parler énergie au Zimbabwe. La société pétrolière et gazière Invictus Energy annonce qu'elle commence prochainement la prospection de gaz au nord. Il s'agit là de la première opération dans le pays. Mohamed Wali Ben Chaben. Le Zimbabwe a toujours été dépendant des ressources énergétiques des pays voisins pour satisfaire ses besoins. Maintenant, la donne pourrait changer. La société pétrolière et gazière australienne Invictus Energy va entamer en septembre prochain la prospection de gaz dans le bassin de Cabora Bassa. Nous prévoyons de commencer le forage fin août, début septembre. Il faudra 8 semaines pour forer. Les estimations sont de 20 milliards de pieds cubes de gaz sur la base de la récente réévaluation du réservoir. Le Zimbabwe est confronté à la quasi-absence de ressources énergétiques et à une lourde dépendance des importations qui couvrent plus de 90% des besoins énergétiques. Je pense que les avantages seront grands. Nous avons un déficit d'énergie dans ce pays. Donc si nous sommes capables de faire un projet de gaz à énergie à court terme, il y aura un avantage immédiat en termes de production d'énergie. Ce sera le début d'une très grande industrie. Nous forerons beaucoup plus de puits. Il y aura des opportunités pour les Zimbabwéens. Le secteur de l'énergie au Zimbabwe reste un secteur problématique. Invictus Energy souhaite lancer un projet ambitieux visant à produire des quantités considérables des besoins en gaz du pays. Des spécialistes prédisent que le pays peut être partiellement autosuffisant en matière d'énergie. La dépouille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est arrivée à Luanda, en Angola, ce samedi. Il est décédé en Espagne le mois dernier. La restitution du corps de l'ancien président angolais à sa famille avait été bloquée dans un premier temps. Un tribunal espagnol a décidé que la veuve de l'ex-président angolais pouvait finalement récupérer sa dépouille afin de la rapatrier et de l'inhumer au pays. Et direction le Royaume-Uni avec ces images de la gare de Waterloo à Londres qui fonctionne à un service réduit. Nouvelle journée de grève pour les salaires face à une forte inflation après un premier débrayage de cheminots et une grève dans le métro de Londres. Environ 1 train sur 5 seulement circule en raison de cette grève. Les négociations avec la multitude d'opérateurs ferroviaires privés du secteur sont jusqu'à présent dans l'impasse.
Au Monténégro, le Parlement vote une motion de censure faisant perdre la majorité au gouvernement et ouvrant la voie à de nouveaux bouleversements politiques. Ce vote intervient quelques mois après une autre motion de censure qui avait renversé un gouvernement de coalition en février. La mesure a été adoptée par 50 voix, un seul député ayant voté contre, tandis que le reste des membres du Parlement ont boycotté la mesure. La motion intervient quelques mois seulement après qu'un vote de défiance en février ait renversé le gouvernement d'une autre coalition. Je déclare que le 43e gouvernement du Monténégro a perdu la confiance du Parlement. Vous vous êtes éloigné du socle européen. Vous avez accepté les ultimatums et le chantage et fait dévier le Monténégro de sa voie européenne. Il n'y a pas d'agenda caché. Vous devez comprendre. Vous avez promis aux citoyens du Monténégro, aux personnes qui vous ont soutenu et à nos partenaires internationaux que vous feriez votre part pour que le Monténégro devienne membre de l'Union européenne. Et à l'arrivée, vous voilà désormais ex-premier ministre. Et au Mexique, l'ancien procureur général responsable de l'enquête controversée sur la disparition de 43 étudiants en 2014 dans le sud du pays a été arrêté hier vendredi. Annonce faite par le parquet général, Murillo Karam avait exercé ses fonctions sous le président Enrique Peña Nieto. Il s'agit de la plus importante personnalité arrêtée jusqu'à présent dans le cadre de cette enquête qui avait redémarré de zéro après l'arrivée au pouvoir en 2019 du président de gauche Andrés Manuel López Obrador. Dar a conocer la verdad. Découvrir la vérité renforce les institutions et punit les responsables. Bien sûr, l'affaire n'est pas close. Le rapport de la commission a été publié hier et le bureau du procureur continuera à agir. On va parler sport, football. Ce 20 août a connu un marché de transfert mouvementé. Avant que le rideau du mercato estival tombe ce 1er septembre, les clubs vont pouvoir renforcer leur effectif et les entraîneurs auront la possibilité de combler le manque afin de mettre en place le plan de la saison. Salah Faisal. La saison footballistique en Europe a débuté et le destin de certaines stars est toujours inconnu ou incertain. À quelques jours de la clôture du mercato estival, les clubs n'ont pas finalisé leur groupe et les causes diffèrent. La somme à débourser, plafond salarial, durée de contrat ou la compétition à disputer. Parmi les 30 meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo, âgé de 37 ans, le Portugais cherche une porte de sortie de Manchester United pour disputer la Ligue des Champions. Les fans de l'OM et Lisbonne rêvent de CR7. L'entraîneur portugais Ruben Amorim a poussé Islam Slimani vers la sortie. Divorce entre Slimani et son club du cœur, Sporting Lisbonne, sera officialisé dans les prochains jours. Un accord de principe trouvé entre le Stade brestois et le buteur historique de l'Algérie qu'on peut voir rejoindre son coéquipier en sélection Youssef Belaili. Pour Houssam Aouar, la piste de Nottingham Forest s'est refroidie. Le joueur de 24 ans a reçu 2 offres du club anglais qui n'ont pas répondu à l'attente des Lyonnais, qui demandent 15 millions d'euros. Le dossier Eric Bailly, l'OM et Manchester United ont trouvé un terrain d'entente, mais l'affaire n'est pas encore conclue. Libre de tout contrat, l'Uruguayen Edison Cavani dispose de 3 offres, celui de la Villarreal, de l'Ogenis et un club italien. Walter Glilmoun, demi-frère et agent de l'attaquant, est présent sur la Côte d'Azur. Sur la liste de départ du FC Barcelone, on trouve Memphis Depay, Frenkie de Jong, mais rien d'officiel. Tandis sur le dossier Pierre Aubameyang, le Barça aurait trouvé un accord d'une valeur comprise entre 15 et 25 millions de livres sterling avec Chelsea qui veut inclure Marcos Alonso dans le package. Mais Barcelone veut que de l'argent pour lui permettre d'enregistrer Jules Koundé. Real Madrid a cédé la légende Casemiro au Manchester United. Wesley Fofana a vu Leicester rejeter la dernière offre de Chelsea pour le français. Son coéquipier Jamie Vardy a prolongé jusqu'au 2024 avec les Foxes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Emel Zitouni. L'information continue sur nos réseaux sociaux. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche au bas de vos écrans. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain. Comme de coutume, bonsoir.